Bonjour et bienvenue dans la série sur le lore des Dawnbringers. C'est une série de livres autour des Dawnbringers Crusade, les croisades Éofor, qui sont une initiative des cités de Sigmar, mandatées par le dieu roi, visant à établir de nouvelles colonies dans les contrées sauvages des royaumes mortels et de reprendre les terres des peuples libres perdus durant l'âge du chaos. Ici, nous allons parler du deuxième livre des Dawnbringers, le règne de la brute. Si vous n'avez pas vu la vidéo du premier livre, elle sera dans la description. Pour rappeler brièvement les éléments majeurs du premier livre, une épidémie d'apathie mortelle a fait des ravages à Amerol, la cité jumelle, qui est bâtie autour d'une porte-royaume. Amerol Gira, dans le royaume de la vie, a perdu beaucoup de ses avant-postes à cause d'une tempête contre nature propageant la maladie, qui a été invoquée par des serviteurs de Nurgle. Heureusement, ses effets ont été limités grâce à l'intervention de la déesse de Giran, Alarielle, la reine éternelle. Le massacre de certains avant-postes par des manchères de la cour de l'été a aussi, à sa manière, limité la progression de la maladie. Du côté d'Amerol Aksha, des nuages de miasmes ont aussi propagé l'épidémie, mais elle a été limitée par un mouvement de ferveur religieuse qui a malheureusement eu des débordements de fanatisme. Des malades et des cultistes présumés ont été brûlés au bûcher, et certains innocents ont tristement partagé ce sort dans le chaos. Peu après, des survivants de différentes loges de pyrotueurs arrivent avec des nouvelles alarmantes à la cité. Leur fort magmatique a été détruit par une armée de créatures du ciel obscur, menée par une sorte de Trogos jamais vu auparavant. Malgré tous les événements récents, deux grandes croisades Éofor sont poussées par le clergé de Sigmar. Et c'est là que commence le deuxième livre, où il s'avère qu'ils aient eu gain de cause, et les deux plus grandes croisades Éofor jamais envoyées par les hostes des peuples libres sont lancées sous le nom de la croisade jumelle. L'une partant d'Amerol Aksha et l'autre de Gira. Avant cela, les nombreuses autres croisades avaient été habituellement envoyées avec des ressources limitées, quelques artisans et colons, avec une faible quantité de soldats pour les protéger. Une stratégie d'expansion qui privilégiait plus la quantité, en espérant qu'au moins certaines d'entre elles réussissent à s'établir avec succès, mais très peu survivaient leurs premiers mois. Malgré les risques, beaucoup rejoignent les rangs des Éofor, non seulement à cause de l'aspect religieux des croisades, mais aussi des opportunités qu'offre le fait de faire partie des fondateurs d'une nouvelle cité. C'est l'occasion pour beaucoup de se faire un nom, d'ouvrir de nouvelles routes marchandes, d'être dans un environnement avec moins de concurrence et plus de travail pour les bâtisseurs et les artisans. Cela permet aussi aux natifs des royaumes d'échapper au classicisme des Azirites. Les descendants des natifs d'Azir, le royaume des cieux, qui à Amerol sont majoritaires au sein des familles nobles et fondatrices de la cité, qui voient les natifs des royaumes comme indignes de confiance, car ils sont les descendants des tribus ayant résisté et survécu à l'âge du chaos, et qui n'ont pas réussi à se réfugier à Azir. Les Azirites les soupçonnent donc d'abriter en eux la corruption du chaos, et les surnomment les récupérés. Du côté d'Amerol Aksha, l'armée était composée d'une grande partie des guildes libres de la ville, et possède une immense puissance de feu grâce à la forte industrie d'Aksha. Cela donne beaucoup d'espoir aux colons qui ont rejoint les Éofor, mais inquiète grandement la population qui reste à Amerol, car autant de troupes qui quittent la cité pourraient la rendre vulnérable. Celle qui a été choisie pour mener la croisade Éofor d'Aksha est Talia Vedra, la lionne du Vastaride. C'est une générale des guildes libres et la première maréchale d'Amerol. Elle est grandement respectée et admirée par ses troupes car elle est connue pour se battre directement sur la ligne de front avec eux, montée sur son grand manticore, Infernadine. C'est d'ailleurs à elle qu'on doit la réforme militaire des formations castellites qui a été adoptée par une grande partie des guildes libres. Le but de cette réforme était d'avoir une infanterie mieux protégée et de perdre le moins de soldats possible lors des batailles. Les tireurs et l'artillerie étaient protégés par des lignes de boucliers pensées pour être facilement déplaçables, permettant de manœuvrer et de se positionner plus rapidement pour mieux s'adapter au déroulement des batailles. Ces réformes ingénieuses et l'adoration de ses troupes lui ont valu une fulgurante ascension dans la hiérarchie. Mais cela lui a aussi apporté des ennemis. Voyant sa montée au pouvoir comme une menace, 4 hauts gradés ont conspiré contre elle. Lorsqu'elle l'a découvert, elle n'a fait preuve d'aucune pitié. Ils ont tous été décapités et elle a entreposé leur crâne sur sa selle, à la vue de tous, pour dissuader toute autre mutinerie de ce genre. Et ils sont encore visibles juste derrière elle à ce jour. Une autre figure majeure de la croisade est la pontifex Zenestra, la matriarche du culte de la Grande Roue. Ce culte fait partie des cultes Unberogen, des cultes de Sigmar qui jouent un rôle majeur pour évangéliser et inspirer les peuples libres à rejoindre les croisades Éofor. Beaucoup des saints dans leurs textes sacrés figurent d'ailleurs parmi les éternels de leur âge.
les indications de la comète est l'un des textes sacrés fondateurs de la foi sigmarite. Il proclame que Sigmar protège le cœur de l'humanité et donne la force à ceux qui accomplissent sa volonté dans un but sacré. Que les forts protègent les faibles, que les fidèles soient prêts à accepter l'aide des autres, et que ceux qui frappent les injustes ou aident à leur chute seront bénis par le dieu roi. Une autre des doctrines de ces cultes est aussi que les parties sauvages des royaumes mortels appartiennent de droit à quiconque qui soit assez brave et intrépide pour aller les revendiquer. Il existe différents sous-cultes qui ont une approche différente du culte de Sigmar en fonction des royaumes. Et à la tête de chacun d'entre eux se trouve un pontifex. Le culte de la roue de la pontifex Zenestra croit fondamentalement au progrès, symbolisé par une roue avec une comète à 2 queues en son centre qui tourne sans cesse, peu importe si elle écrase aussi ses fidèles dans sa progression, du moment que les générations futures sont là pour continuer à la faire tourner. Certains de ces croyants, comme la pontifex, évitent symboliquement de salir les roues et voyagent en palanquin porté par des fidèles. Il y a quelques tensions entre la maréchale Vedra et la pontifex Zenestra, mais Vedra tolère la religion pour les effets que cela a sur le moral des troupes. De nombreux dangers attendent la croisade dans les étendues sauvages d'Akshi. L'armée d'Aksha est bien mieux armée que celle de Gira, car il faut qu'elle soit préparée à combattre les grottes du ciel obscur de la chaîne adamantine, les hordes sanguinaires de la marée de sang, de Korn, qui convoitent le royaume du feu, ou encore les Wag Orug de Mâchefer venant de Capillaria, qui bien souvent lancent des assauts sur la cité jumelle, car elle leur a un jour appartenu. La porte de la faille autour de laquelle la cité est fondée était un de leurs lieux sacrés qui croit être la bouche de Korkamorka. Mais le royaume du feu lui-même est aussi un grand danger, avec ses tempêtes de braise, ses cyclones de feu, ses pluies de météores crachés par des volcans, ses geysers de lave pouvant surgir à n'importe quel moment. Même sa faune peut représenter une sérieuse menace, avec des meutes de salamandres, des serpents géants cracheurs de feu, du désert avoisinant des étendues cruelles, voire même de puissants magmadros sauvages. Cela dit, de simples scorpions et serpents venimeux des étendues arides auront aussi raison de bien des malheureux. La campagne prit son départ avec un certain entrain. Talia Vedra était déterminée à arriver à établir une cité avant la croisade de Gira. Le but de la croisade d'Aksha était de s'établir sur la terre la plus à l'est du vaste aride, nommée la Grive d'Ignax, en référence à sa forme et à la dragonne solaire divine, qui joue aussi le rôle de deuxième soleil à Akshi, de par la lumière qu'elle émane. Et c'est aussi d'ailleurs pourquoi il ne peut jamais faire nuit à la surface d'Akshi. Lorsque Ish, le royaume de la lumière, qui sert de soleil aux 8 royaumes, se fait éclipser par Ulgu, le royaume des ombres, au lieu de l'obscurité, le ciel d'Akshi est figé dans un crépuscule jusqu'au lever du jour. La route entre Amerol et la Grive sera longue, et le premier sérieux obstacle de la croisade se sera vite dévoilé au début de la traversée dans la passe des Cendres, une étroite vallée de sable sulfureux et de falaises de basalte. C'est là qu'une Wag de Mâchefer, montée sur des Gorgrunta, a attaqué soudainement les 2 côtés de la colonne des Éophores. Les formations ont rapidement réagi sous le commandement de la maréchale Vedra, et un mur de boucliers a vite été mis en place des 2 côtés de la colonne. Lorsqu'ils furent apportés, un déluge de tirs retentit dans tout le canyon. La puissance de feu de la croisade leur donnait un net avantage au début de la bataille. Mais la ténacité des peaux vertes a fini par leur permettre d'arriver au corps à corps en percutant les lignes Éophores. La sauvagerie et la force physique supérieure des Oruk a vite commencé à faire tourner le cours de la bataille en leur faveur. Vedra mena elle-même une charge de cavalerie montée sur Infernadine, et c'est là qu'elle repéra le méga-boss de la Wag. Saisissant cette opportunité, elle prit le risque de l'attaquer directement. Les puissantes griffes et mâchoires, alliées au poison du dard de son manticore, donna l'ouverture parfaite à la lionne pour décapiter l'Oruk massif d'un coup sec. Même après cela, les peaux vertes continuèrent le combat, mais la perte de leur chef se fit sentir dans leur morale, et après des heures de combat, la croisade finit par remporter sa première victoire, ce qui a grandement renforcé le moral des Éophores. Mais les réjouissances ont été de courte durée, car peu après la victoire, un membre du corps des lames chuchotantes, les espions et informateurs des guildes libres, est arrivé avec des nouvelles alarmantes d'Amerol. Les pires peurs de la population s'étaient réalisées. Une armée de guerriers de cornes avait encerclé la ville et un siège avait débuté. Pour ne rien arranger, des Skaven ont aussi commencé à harceler la cité en passant par les catacombes. Talia Vedra est alors furieuse, mais décide de retourner en hâte à Amerol avec 1/5 de la croisade en renfort, et laisse le commandement de la croisade à son second, le maréchal Malkorn. C'était un officier assez renommé de l'académie martiale d'Amerol, reconnu comme l'une des plus grandes écoles de guerre et de stratégie des royaumes mortels, et d'où beaucoup des plus grands généraux des guildes libres proviennent. Malkorn est connu pour ses stratégies, alliant habilement des bombardements d'artillerie et des charges de cavalerie chirurgicale.
Il n'a cependant pas le même niveau d'autorité et de réputation auprès des troupes que la lionne du Vastaride. La pontifex Zenestra profite d'ailleurs de cette instabilité pour renforcer sa position dans la croisade. Elle commence à recruter plus de troupes parmi les non-combattants et remplace lentement Malcorne au fur et à mesure du voyage comme leader de la campagne Éofor. Très vite, une montée en religion se fait sentir. Certains croyants du culte de la roue commencent à enlever les roues des carrioles afin de s'en servir comme étendard et symbole religieux, ce qui est considéré comme un gâchis de ressources par certains et provoque quelques tensions. La croisade finit par faire halte à un avant-poste des cités de Sigmar nommé la rupture de la trêve. Cette colonie a été établie sur un grand filon de pierre de royaume d'Akshi, la pierre de braise. Cette pierre a de nombreuses utilisations, comme servir de source d'énergie pour des machines et des sorts puissants. Dans sa forme diluée, le charbon akshien, c'est une source de chaleur et de lumière quasi inextinguible, ce qui le rend très prisé des populations vivant dans les parties froides ou sombres des 8 royaumes. La pierre peut aussi servir à forger des armes capables de couper l'acier comme du beurre. Cela dit, beaucoup de précautions sont prises avec leur porteur, car cette pierre consume progressivement les émotions pour ne laisser qu'une rage extrême. Et si elle est portée trop longtemps, le désir de manger et de dormir disparaît et condamne leur porteur à une spirale de colère jusqu'à mourir de fatigue. C'est d'ailleurs aussi pourquoi les guerriers du dieu du sang affectionnent cette pierre, bien qu'elle soit magique. De par la valeur de cette ressource, l'avant-poste était bien fortifié. Malgré cela, à leur arrivée, la population était terrifiée car un Troggoth gigantesque, suivi d'une myriade de créatures, avait été aperçu non loin dans les environs. Malcorne y voit alors une opportunité. S'il arrive à neutraliser cette menace, il pourrait alors regagner l'influence prise par la Pontifex, et décide alors de lancer une offensive directe contre cette horde. Zenestra s'y oppose fermement et conseille de profiter de la position défensive qu'offrent les fortifications de l'avant-poste. Cependant, le maréchal insiste et part avec des troupes qui n'ont pas été converties au culte de la roue. Il choisit une colline surélevée nommée la crête de Mander pour que ses artilleurs puissent profiter de la hauteur face à la horde qu'ils entendent approcher de loin. Il positionne aussi 2 forts de rouages de la croisade, le Saint-Markov et la Fierté du Lion. Ce sont d'immenses machines de guerre construites par l'arsenal de Fer-Brasure, qui agissent comme des forteresses mobiles lourdement armées et requièrent tout un équipage pour les faire opérer. La plupart du temps, ils servent à protéger les frontières des cités libres. Leurs moteurs fonctionnent généralement avec un puissant noyau de pierre de braise comme source d'énergie. Lorsque la horde est arrivée à portée de tir, un déluge de feu déferla sur eux. Les rangs des grottes ont été déchiquetés par le flot de métal. La peau des Troggoths était solide, mais ils n'ont pas résisté aux munitions anti-blindage des forts de rouage. Des parties de la horde étaient maintenant en déroute. Malcorne, voyant que la victoire était à portée de main, a vite envoyé la cavalerie afin d'achever les fuyards qui s'étaient éloignés du gros de l'armée ennemie. Mais quelque chose n'allait pas. Le son des batteries d'artillerie s'était soudain tu, et lorsqu'il se retourna, une avalanche rouge de cavaliers Squig avait fondu sur la ligne arrière. Cependant, le général restait encore confiant, car les forts leur donnaient toujours un avantage. Mais c'est là que la créature qui menait cette horde fit enfin son apparition. Un Troggoth gigantesque. Sur sa peau étaient sculptés des symboles primitifs qui témoignaient de sa nature ancienne. Sur sa tête, on pouvait voir des bois majestueux qui ressemblaient à une couronne. Sur son dos se trouvait un étrange artefact duquel émanait une puissante énergie qui semblait se propager à travers son corps. Trogg, le roi Troggoth, était là. À lui seul, il est arrivé à démanteler en pièces la Fierté du Lion. Un nom maintenant ironique, alors que Malcorne prenait pleinement conscience qu'il avait péché par la sienne. Le Saint-Markov était maintenant lui aussi immobilisé par les araignées géantes des crocs d'araigne. Devant autant de pertes, le maréchal ordonna la retraite à l'avant-poste. Suite à cette débâcle, il était couvert de honte. Il fut très vite clair que Zenestra avait maintenant le contrôle total de la croisade, ce qui ne cherchait même plus à empêcher. L'heure était grave, et la horde s'approchait à grands pas. La pontife parla à Malcorne. Il avait péché par fierté, mais il pouvait encore se racheter en retenant la horde de Trogg pour laisser le temps à la population de s'enfuir vers les canyons étroits de la passe des cendres. Il accepta sans hésiter et réunit des volontaires parmi les soldats les plus blessés et les flagellants du culte pour un dernier baroud d'honneur. Lorsque la horde est arrivée au rempart, les défenses ont tenu un certain temps, jusqu'à ce que la mauvaise lune elle-même apparaisse et que Trogg passa à travers le mur tel un bélier. Dans un dernier acte de défiance, Malcorne tira dans les wagons qui contenaient toute la poudre à canon restante et l'avant-poste fut soufflé dans une immense explosion. Mais seulement quelques secondes après, le roi Troggoth ressortit des flammes sans même une égratignure. La magie de l'artefact qu'il portait semblait le rendre quasi indestructible.
Très vite, sa horde talonnait de nouveau les Éophores en fuite. Lorsqu'il arriva à l'entrée du canyon, la pontifex Zenestra décida de lui faire face en entonnant une prière. La roue tournera éternellement, et ses fidèles aussi. Une lumière aveuglante irradia au-dessus d'elle, brûlant et aveuglant les grottes, revigorant et redonnant du courage aux croisés. La lumière prit ensuite la forme d'une gigantesque roue et vint s'écraser sur l'entrée du canyon, le faisant s'écrouler, ce qui scella l'entrée, et coupa la route de la horde. La croisade d'Aksha avait pour l'instant gagné un sursis. Voilà donc pour les aventures de la croisade Amorol Aksha du livre 2. Je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, ça m'a pleinement fait prendre conscience à quel point l'âge de Sigmar est une période quasi post-apocalyptique en un sens après l'âge du chaos. Les cités libres sont bien protégées, mais dès qu'on va au-delà, c'est les Badlands, c'est Mad Max. Et c'est étonnant de voir que malgré ça, les peuples libres risquent leur vie pour fonder de nouveaux foyers. Il y aura bientôt une deuxième partie sur l'avancée de la croisade d'Amerol Gira. Les recherches et l'écriture pour cette vidéo ont pris un peu plus de temps que d'habitude, donc si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager autant que possible. J'espère vous avoir fait voyager ne serait-ce qu'un instant dans les royaumes mortels, et à la prochaine!